Jean-Marie Colombani nous invite à prendre le temps de la réflexion. Vendredi à 22h30 sur Public Sénat. En pleine crise économique, jamais sans doute les combats sociaux n'ont été aussi nombreux et aussi rudes. Comment les salariés peuvent-ils se défendre lorsqu'ils ont affaire à des patrons voyous ou à des fonds de pension qui n'ont en tête que le mot rentabilité? C'est le thème du docu-débat où nous allons suivre la bataille des anciens Samsonites avec le film Liquidation Totale. Élise Lucet présente le débat dimanche à 10h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, nous vous proposons de retrouver sur Public Sénat le 18h dans quelques secondes, avec ce soir plusieurs invités pour faire la lumière sur l'exposition volontaire de militaires français à des radiations, des révélations sur les essais français menés dans le Sahara qui nous ramènent 50 ans en arrière et les vétérans y trouvent la confirmation de ce qu'ils dénoncent depuis toujours. À 18h30, déshabillons-les, Hélène Risser consacre son émission de décryptage aux élections régionales et puis à 19h15, conversation d'avenir, Stéphanie Bonvicini et Jacques Attali évoqueront l'avenir de Jérusalem. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 16 février. Voici les titres. Amplification des revendications pour l'embauche de surveillants dans les établissements scolaires. Les enseignants de Thiers prennent le relais de ceux de Vitry-sur-Seine en exerçant à leur tour leur droit de retrait. Luc Châtel annonce des états généraux de la sécurité à l'école. Le Sénat étend la taxation exceptionnelle des traders à leur supérieur hiérarchique. Par ailleurs, la Commission des finances se montre plus que critique sur le grand emprunt. Il ne faudrait en attendre aucun gain de croissance. Explication à suivre d'Emmanuel Kessler. Les ministres des Finances européens accentuent la pression sur la Grèce. Ils réclament des mesures supplémentaires à ce pays, mesures d'économie bien sûr, pour réduire le déficit, comme une hausse de la TVA. Nouvelle manifestation aujourd'hui à Paris d'1 millier de professeurs et d'élèves de l'Académie de Créteil, alors que le ministre Luc Châtel annonce pour avril des états généraux pour plancher avec du recul, dit-il, sur la violence qui gangrène la vie scolaire. Les enseignants réclament des mesures immédiates. En premier lieu, l'embauche de surveillants, plus que l'installation de nouvelles caméras jugées inefficaces. Reportage au lycée de Thiers, au lendemain de l'attaque d'un élève au cutter, Sandra Cerquera. 13h, sortie de l'Assemblée générale, des professeurs et des élèves déconcertés. En réponse à l'agression d'hier, l'inspection académique propose d'installer plus de caméras. Or, le lycée en compte déjà 7 et personne ne contrôle les écrans de surveillance. Les caméras n'ont en rien aidé à réduire la montée des violences, une mesure inadaptée, répondent les professeurs. Nous avons une connaissance des problèmes que je pense on ne peut pas avoir complètement quand on est dans les bureaux de l'inspection ou du ministère, ce qui est normal, chacun son travail. Je peux vous dire, ce sont mes élèves eux-mêmes qui ce matin m'en ont parlé. Ils disent les caméras, on ne peut pas dialoguer avec une caméra, on ne peut pas faire part de nos problèmes avec les caméras. Ils veulent des profs, ils veulent des surveillants. Une caméra, de toute façon, ça sert à filmer, ça protège pas. En aucun cas, une caméra, elle va aller protéger quelqu'un d'une agression. C'est pas ça qui va changer. Il faut de la prévention, tout à fait, et il faut de la surveillance. Il faut, comme l'a dit Chloé, une présence humaine. Plus de moyens humains, c'est ce que tous réclament. Et ils ne veulent pas attendre les états généraux d'avril pour en parler. Un surveillant à mi-temps pour 300 élèves, c'est trop peu. Les surveillants qui sont là à mi-temps, c'est les gens qui sont engagés à niveau bac. Il faudrait peut-être aussi une formation plus importante pour les assistants d'éducation. Sur les presque 500 lycées d'Île-de-France, plus de la moitié sont dotés de caméras. Et les plus équipés ne sont pas toujours situés en zone difficile. Au lycée Apollinaire de Thiers, les cours ne reprendront pas demain, mais une équipe mobile de sécurité est arrivée sur place. Et le sujet s'impose dans la campagne des régionales à 3 semaines du scrutin. Maintenant, la gauche soutient les revendications des syndicats pour plus d'embauches de surveillants. Le ministre en charge de la réforme des retraites souhaiterait interdire les plans sociaux qui s'appuient prioritairement sur le départ prématuré des seniors. Xavier Darcos considère que l'emploi de ces derniers est une des clés de la réforme qu'il est donc chargé de conduire à l'automne. Les salariés de Total ont investi aujourd'hui à Dunkerque les bureaux de la direction, franchissant un barrage d'une dizaine de vigiles pour exiger un redémarrage de la raffinerie à l'arrêt depuis septembre dernier. L'ensemble des syndicats du groupe pétrolier appellent une grève nationale pour demain et jeudi en solidarité
avec la raffinerie des Flandres. Surprise, la commission des finances du Sénat démolit toute l'argumentation du gouvernement sur le grand emprunt, les 35 milliards d'euros de dépenses d'avenir censés tirer la croissance. Il s'agirait, Emmanuel Kessler, si l'on en croit les sénateurs, d'une grande illusion. Oui, un grand emprunt, Michel, pour presque rien. Alors au début, la commission des finances du Sénat, pilotée par le tandem Jean Arthuis, Philippe Marini, l'un centriste, l'autre UMP, a déjà plus que des réserves sur le projet. C'est le temple de l'orthodoxie budgétaire. Voilà, ça c'est l'aspect financier. Mais aujourd'hui, autre angle d'attaque, on est sur une véritable sape de l'argumentaire économique de Nicolas Sarkozy en faveur de l'emprunt. Avec les fonds pour l'université, pour les biotechnologies, pour le numérique, entre autres, les sénateurs disent qu'on est dans le saupoudrage, l'éparpillement des dépenses. Pas de quoi rattraper le retard français dans la recherche comme dans l'enseignement supérieur. Et pour couronner le tout ça n'aurait pratiquement aucun effet sur la croissance. Alors c'est écrit noir sur blanc par la Commission. L'impact sur le PIB sera de 0,1 point en 2010-2011, 0,1 point, ce qui est négligeable. Par ailleurs, cet impact conjoncturel ne serait pas durable. En gros, les sénateurs divisent par 3 le gain de croissance promis par le gouvernement et donc jugé pas crédible. Une vraie pierre dans le jardin de Bercy. D'ailleurs, Christine Lagarde, tout à l'heure au Sénat, a esquivé à notre micro toute question sur le sujet. Bon, faisons les comptes. 0,1 point de croissance en plus, c'est 2,5 milliards d'euros générés par 35 milliards de dépenses supplémentaires. On est loin d'un emprunt avec retour sur investissement. Hier en séance, Jean Arthuis n'a pas hésité à parler d'illusion budgétaire, de trompe-l'œil au sens littéral du terme. Un tir à boulet rouge qui touche la cible mais ne la coule pas. Car malgré tout le mal qu'il pense de cet emprunt, Jean Arthuis s'est empressé de dire qu'il le voterait. C'est la loi de la majorité. Je grogne, je critique, mais je vote quand même. Merci Emmanuel. Notons que le Sénat, par ailleurs, a étendu la taxation exceptionnelle des traders à leur supérieur hiérarchique et amendement de Philippe Marini qui ne devrait pas modifier significativement le produit de cette taxe. On parle d'une rentrée fiscale à hauteur de 360 millions d'euros. Mystère autour d'une éventuelle capture dans le sud du Pakistan du chef militaire des talibans afghans. Les affirmations étayées de la presse américaine, notamment du New York Times, concernant le Mollah Baradar sont démenties cet après-midi par les insurgés. Le débat du 18h, comment l'armée française, en quête de l'arme nucléaire, a utilisé les appelés du contingent comme des cobayes. Des hommes appelés sous les drapeaux, des engagés également, et utilisés donc comme animaux de laboratoire. C'est ce que révèle un rapport confidentiel défense révélé par le Parisien. Il apporte la preuve que les militaires ont été exposés délibérément aux radiations lors des premiers essais de tir nucléaire réalisés donc au début des années 60 dans le Sahara algérien. Tam Tranui. Sahara, début des années 60, en pleine guerre froide, la France s'est engagée dans la course à l'arme atomique. Dans le désert algérien, les jeunes appelés de l'armée française assistent à des dizaines d'essais nucléaires. Gerboise blanche, gerboise bleue, rouge, puis verte, le nom de code de ces explosions. Sur le site de Regan, puis à Hineker, les tirs aériens, souterrains et en plein air se multiplient. Mais une douzaine d'entre eux connaissent des fuites radioactives. Avril 1961, un rapport classé confidentiel défense révèle que l'armée française a choisi d'exposer les soldats aux effets de la bombe atomique. L'acte est délibéré. Son objectif, étudier les conséquences physiologiques et psychologiques sur les jeunes recrues pour préparer les prochaines guerres. Les essais nucléaires ont duré 6 ans dans le désert saharien avant d'être poursuivis en Polynésie jusqu'en 1996. Potentiellement, 150 000 personnes ont pu être irradiées. Parmi elles, les militaires, les travailleurs civils, mais aussi les populations locales. Nos invités, Pierre Leroy, bonsoir. Vous êtes donc l'un des vétérans et vous aviez 20 ans à l'époque dans le camp militaire établi dans le désert. Et vous êtes un combattant aujourd'hui de la mémoire et de la réparation. Vous nous en parlerez. À vos côtés, Guy Fischer, sénateur communiste du Rhône. Vous êtes fortement impliqué dans le débat ayant débouché, c'était en décembre dernier, sur la première loi d'indemnisation. Vous avez voté contre. Un premier texte quand même, 50 ans après les premiers essais. Nous en parlerons. Avec nous également Laurent Tesser, qui est le porte-parole du ministère de la Défense. Vous pourrez nous dire
Quelle connaissance vous aviez de ce rapport, donc classé confidentiel défense? À quelle occasion il a été commandé? Dans quel but? D'abord, racontez-nous, Pierre Leroy, est-ce que vous avez été surpris de lire ce matin dans Le Parisien donc ce rapport qui date de 1998 et qui explique comment les militaires, donc je le disais, les appelés, les engagés également, ont été envoyés près du point d'explosion pour, dit le texte, étudier les effets physiologiques et psychologiques produits par l'arme atomique? Surpris ou pas? Non, pas surpris. Pas surpris parce que on le savait. On le savait d'abord parce que M. Messmer en avait parlé, puisque c'était une opération qui avait nom de code Hippocampe, de l'envoi des troupes sur le terrain en zone contaminée après l'explosion de la bombe, soit avec des chars qui venaient d'Allemagne, soit à pied, et quasiment jusqu'au point zéro, où là, le chef de corps, la personne qui commandait a dit le compteur GR est trop important, on rentre. D'accord. Bon, d'accord. Il y avait une manœuvre de recul en quelque sorte, mais là, on découvre que l'armée délibérément a exposé ses hommes au rayon. D'accord, mais M. Messmer l'a reconnu. Il a reconnu qu'ils avaient envoyé volontairement des populations, enfin des appelés, enfin des militaires, pour voir comment la troupe allait se comporter en zone contaminée, à la fois sur le plan physique, savoir quelle pathologie ils pouvaient avoir, et sur le plan psychologique, savoir s'ils allaient tous... Alors, je crois me souvenir que Pierre Messmer lui-même avait été victime de l'exposition aux radiations. C'est pas les mêmes explosions. Là, je parle de Reagan. Oui. À Reagan, les explosions étaient aériennes. Il y en a eu 4. Et c'est là où les troupes sont allées sur le terrain contaminé. D'accord. Comment vous vous êtes retrouvé à l'époque, je le disais, à 20 ans? Comment est-ce que vous êtes arrivé là et avec quelles informations? Moi, je faisais mon service militaire, on m'a appelé. D'abord, j'étais à Étangerande, à côté de Thionville, et un jour, quelques jours après la mort de ma mère, on me dit « Tu pars en Algérie ». C'était encore la guerre. Donc, plein de copains étaient partis auparavant, etc. On va jusqu'à Marseille de nuit parce que les trains étaient bloqués dans les gares par certaines personnes qui ne voulaient pas que les trains partent. On arrive donc à Marseille, dans le DIM, et qui était crasseux. Et ensuite, on prend le bateau, El Jezaïr, on arrive à Alger. Oui. À Alger, on est logé dans le port, dans les entrepôts du port. Et puis un jour, on nous dit, vous prenez l'avion. Le matin, très tôt, peut-être 5 heures du matin, on prend les bahuts, il pleuvait. Les bahuts étaient ouverts, c'est-à-dire qu'on aurait pu être attaqué sans problème. On arrive à l'aéroport, on décolle et on ne sait pas où on va. On vous dit rien? Rien, absolument rien. On ne savait pas où on allait. On survole le Sahara. Moi, c'est la première fois que je prenais l'avion. Bon, je regarde. Oui. Je vois pas où on peut atterrir. C'était très beau, mais bon. Et puis, plusieurs heures comme ça, on survole le Sahara. Et l'avion descend. Et là, j'aperçois la piste et une base. On atterrit. Les camions viennent nous chercher. Toujours pas d'informations. Vous vous êtes dit, on est loin des lieux du combat, de la guerre, en quelque sorte. Là, effectivement, on était loin des lieux du combat, effectivement. Là, vous avez dû quand même vous poser des questions. Je me posais des questions. Je me dis, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Bon. Et comme on venait d'arriver, on ne savait pas où nous mettre. Donc moi, on m'a dit, pendant quelque temps, tu vas nettoyer les fusils. Et c'est là où les copains qui, eux, étaient prêts de partir, m'ont dit, ici, on fait péter des bombes atomiques. Ah bon? J'étais pas du tout... Enfin, on n'était absolument pas au courant. Est-ce que vous les avez vues, ces explosions, vous, à ce moment-là? Alors, moi, j'ai assisté à l'explosion Beryl du 1er mai 62, donc celle dont on parle, puisque le nuage radioactif s'est échappé. Les deux ministres étaient au PCP2, et donc le nuage est passé au-dessus quasiment, et ça a été la débandade totale. Est-ce que vous vous souvenez de mesures de sûreté qui avaient pu être prises à l'époque, ou d'une protection médicale quelconque pour les hommes qui étaient là? Non, aucune. Aucune. Je parle des gens qui, comme moi, étaient à la base. Pour ceux qui étaient sur le terrain au pied. Moi, j'ai 9 copains qui sont allés au pied de la montagne, c'est-à-dire au pied de la montagne où on faisait exploser les bombes, qui s'appelait le Taorir Tanafela, et qui étaient là pour empêcher les populations locales, éventuellement, ou nomades, d'approcher de la montagne. Ils étaient là. Ils avaient peut-être une combinaison, un masque à gaz, et puis c'est tout ce qu'ils avaient, un compteur GGR. C'est tout ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, vos copains? Alors, à 11h, la bombe explose. Bon, là, tout le monde était scotché parce que la montagne est devenue toute blanche, ça bouillonnait dans tous les sens. Ça, c'était un spectacle extraordinaire.
Et eux n'ont jamais eu... D'abord, ça a été la débandade totale, tout le monde courait derrière les camions pour rentrer à la base. Mais pendant ce temps-là, ils ont été complètement oubliés. Et le temps passé, la bombe a explosé à 11h, à 1h ou 2h, enfin peut-être avant, midi et demi, 1h, bon, ils se sont dit, il y en a marre, on va manger. Ils ont sorti les rations K et ils ont mangé dans le nuage radioactif. Ils ont donc attendu... Et que faisait la hiérarchie militaire à ce moment-là? C'était tellement la panique que personne n'a pensé à quoi que ce soit. C'était la débandade, sauf qu'il... Mais dites-nous, des années après, vos copains là, vous avez eu des nouvelles? Alors moi j'avais un copain, mais il est décédé il y a 3 ans. Là j'ai pas de nouvelles. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils Et vous-même, vous avez ensuite bien sûr... Moi j'étais à la base, donc... Vous avez quand même subi des examens médicaux, peut-être des années après? À la fin de mon service militaire... mon contingent 61-2A est rentré en France. Moi, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Maillot à Alger. Je suis resté plus de 20 jours. Pour des symptômes qui ressemblaient un peu à une irradiation, c'est-à-dire changement de la formule sanguine, etc. Je suis resté quelques temps. Et puis ensuite, on m'a renvoyé sur Inamguel. Et puis d'Inamguel, j'ai pris l'avion et je suis pas rentré en bateau comme les copains, mais je suis rentré en avion sur Paris. Et après, aucune nouvelle. Ah, aucune nouvelle? Aucune nouvelle, jamais. Pendant des décennies? Ah bah jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, aucune nouvelle. Bon, merci Pierre Leroy. Laurent Tesser, Pierre Leroy nous dit que les informations elles étaient connues, elles avaient été effectivement dévoilées par Pierre Messmer. Tout de même, il y a ce rapport qui a été rédigé en 1998 et il est frappé du sceau confidentiel défense. C'est qu'il y avait quand même la volonté de ne pas divulguer tout ce que l'on savait sur ce qui s'est passé. Il y avait une telle volonté de ne pas divulguer que vous le trouvez dans une plaquette qui date de 2007, qui fait le bilan global de nos expérimentations dans la région. Il y a notamment une fiche, je ne sais pas si la caméra le voit, qui s'appelle « Les manœuvres tactiques au centre saharien des expérimentations militaires », qui me paraît recouvrer ce sujet. Et tout figure, y compris le fait que la hiérarchie militaire... figure le nombre de personnes concernées, les types de manœuvres qui ont été faites et les doses reçues par les différents personnels, qu'ils soient fantassins, équipage de blindés ou équipage d'hélicoptères. Les manœuvres figurent, là, le fait qu'on envoie les troupes sur la zone de l'explosion. On le trouve là en 2007 et mon prédécesseur en 2002 écrit au Point, parce que le Point veut faire un article à ce moment-là. J'ai récupéré son courrier, donc du 15 février 2002, dans lequel vous trouvez les mêmes informations qui sont là. Il y a 2 pages successives, l'une datée du 15 et l'autre quelques jours après, parce que le Point à ce moment-là voulait faire un article. D'accord. Donc appelé aujourd'hui, comme l'a fait un de vos confrères, Scoop, ce que nous-mêmes disons depuis au moins 2002 à d'autres de vos confrères. Bon, et je pense on a un ici peu un excessif. parlementaire, Guy Fischer, sénateur communiste du Rhône. Est-ce que vous étiez au courant de toutes les informations que nous présente ici le porte-parole du ministère de la Défense? Si vous voulez, je suis d'autant plus impliqué que le fondateur de l'AVEN, c'est-à-dire l'Association des vétérans des essais nucléaires, a été créé à Lyon, cette association. Et le docteur Jean-Louis Valax, qui vient de décéder, est venu me trouver avec le hasard, mon cousin, qui était en Polynésie française, qui a été victime aussi de radiation. Eh bien, sont venus me tirer la manche pour me dire, voilà, il y a un problème, voilà ce qui s'est passé au Sahara et en Polynésie française. Il faudrait qu'il y ait une loi qui vise notamment à réparer les préjudices. Et on sait que les radiations, et c'est tout le problème, notamment bien souvent parmi les 18 maladies radio-immunes, ce sont surtout des personnes qui sont touchées dans leur chair, et notamment par des cancers. Donc le déclenchement des conséquences, le vécu, véritablement a été fondé avec la création de l'AVEN, c'est-à-dire il y a à peu près 8 ans, et je crois que... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement de volonté politique de faire la lumière sur cette page de l'histoire de la France. À l'époque, il y a eu le rapport, c'est ce qui a déclenché avec Bruno Barillot, le docteur Jean-Louis Valax, etc. Est-ce que vous avez vu, vous, ce matin, dans le journal, disons-le, dans le Parisien, des éléments nouveaux que vous ignoriez? Non, moi, absolument pas. Vous étiez au courant de tout également. Donc, avec Michel Verger, ce sont autant, si vous voulez, de personnes qui ont été victimes parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre. Et il s'agissait pour nous, si vous voulez, d'élaborer une loi. Et toute l'action des parlementaires
en direction du gouvernement, eh bien, a été de demander à ce qu'il y ait une loi réparatrice. D'accord, donc il y a eu effectivement ce sursaut il y a quelques années pour permettre aux personnes victimes de recevoir une indemnisation. On verra peut-être, vous nous direz, les vétérans, effectivement, où en sont les démarches aujourd'hui. Hein, elles sont insuffisantes, disent justement les associations de vétérans. Mais quand même, on peut se poser une question à la lecture de ce rapport qui est dans la presse ce matin, qu'on a ignoré. Lorsque vous l'avez publié, je suis désolé pour le ministère de la Défense. Non, mais la mémoire est souvent courte. C'est vrai. Est-ce qu'on peut quand même parler d'irresponsabilité de la part de la hiérarchie militaire à l'époque, d'amateurisme, ou alors est-ce que l'enjeu était tel à l'époque? Il faut se resituer peut-être au début des années 60. Le général de Gaulle voulait doter la France de l'arme nucléaire. Est-ce que l'enjeu était tel que, eh bien, le choix avait été fait de sacrifier des hommes? Je crois qu'on peut surtout parler de gens qui faisaient au mieux par rapport à ce qu'étaient les références scientifiques de l'époque. Notamment pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait à l'époque un niveau d'irradiation qui était le niveau d'irradiation des professionnels, je vous passe les détails techniques, qui était de 50 millisieverts, et tout était fait pour que les gens restent toujours dans ce volume maximal d'irradiation. Donc par rapport à ce qu'était l'époque, les choix étaient de s'en tenir à ce qu'étaient les référentiels connus. Ce qui me paraît important... Vous avez quand même noté... Oui. Je dis, Monsieur Fischer, aucune information n'est donnée aux appelés qui sont là. Je crois que ce qui est dit, c'est tout à fait important, c'est qu'il y a une rupture. La rupture, elle est récente. C'est la loi portée par le ministre Morin qui est de dire on n'a pas eu un bon comportement à l'époque. Et donc de mettre en place, place un dispositif tout à fait nouveau qui est fondé sur 3 mots. Le mot reconnaissance, parce que tous ne sont pas dans une logique indemnitaire. Il y a fondamentalement avant ça la reconnaissance de ce qui a été fait au profit du pays, une logique d'indemnisation, d'amélioration des règles du jeu. On y reviendra si vous le voulez, mais c'est très important. 50 ans après. Et oui, mais c'est 50 ans après, mais c'est ce que l'État fait maintenant, c'est ce que le gouvernement fait, et c'est ce qu'a voulu Hervé Morin, qui dès son arrivée a considéré que c'était un dossier prioritaire. Est-ce que vous estimez, le ministre considère que la page doit être tournée justement avec l'adoption, c'est vrai, de cette loi d'indemnisation. Est-ce que ce qu'on découvre là, quand même, ne nous oblige pas à nous interroger plus avant? Je crois que, fondamentalement, la reconnaissance... Alors moi, je dis qu'on est au milieu du gué. On est au milieu du gué. Excusez-moi. Je vous en prie. Je crois que là, il y a un premier pas qui a été fait, et bien sûr, avec le ministre, nous avons essayé, mais que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau de la réparation, eh bien, c'est une loi à minima qui vise notamment à faire de telle sorte, eh bien, que l'indemnisation du plus grand nombre soit finalement réduite. Mais alors, justement, dites-nous, Laurent Tesser, combien de personnes aujourd'hui bénéficient de mesures d'indemnisation et quel est le budget global qui est alloué pour ce... Alors, reprenons, ce n'est pas une loi à minima, c'est une loi faite... Oui. Et donc, combien de dossiers aujourd'hui? Dans le nouveau cadre de la loi, le décret est au Conseil d'État, il n'y a pas encore de nouveau cas dans le cadre de la loi. Le Parlement a travaillé très vite, puisque c'est un processus qui s'est fait dans les 2 chambres entre le printemps et le vote de fin décembre. Le décret en Conseil d'État est actuellement au Conseil d'État et à l'Assemblée de Polynésie. Et donc tout est fait pour que le dispositif tourne très rapidement dans l'année 2010, sachant que le ministère de la Défense a déjà mis en place une provision pour les premiers financements. 2 points, si vous permettez. C'est un texte qui est une rupture profonde, voulue par le ministre, et qui met en place un nouveau dispositif qui sera évolutif. Il y a un comité de suivi auquel participent 4 parlementaires, auquel participent 5 représentants des associations, et dont l'objectif sera, au fil du temps, de mesurer si ce qui est fait répond bien ou doit évoluer. Deuxième point, je m'en arrêterai là, on parle de vétérans. La loi qui a été mise en place est une loi qui s'adresse aux vétérans, mais aussi aux populations civiles, que ce soit en Algérie ou que ce soit en Polynésie, qui peuvent avoir été concernés par les retombées. D'accord. Un mot quand même, Laurent Tesser, vous dites que tout le monde connaissait ce rapport, sauf le ministre Hervé Morin, puisque dans une interview au Parisien ce matin, il dit « Ah non, je ne suis pas au courant, je ne sais pas de quoi vous me parlez. » Le jour où dans la République, les ministres sont nos archivistes en chef, je pense qu'on s'inquiétera. Le ministre connaît le sujet. Il a porté cette loi. Le ministre a porté la loi, le ministre connaît exactement ce qui a été fait. Si je vous interroge ou si vous m'interrogez aujourd'hui sur est-ce que vous connaissez un rapport innommé de 98 sans vous dire de quoi il parle, je suis navré, personne ne sait répondre à ce type de questions.
Le ministre a porté ce projet et encore une fois, Dieu merci, notre ministre n'est pas anarchiste. Pierre Leroy. Oui, cette opération était quand même très importante. À Gerboise Verte, c'était la 4e explosion au Sahara. On a envoyé volontairement des appelés, des gens qui ne savaient pas pour quelles raisons on leur demandait d'aller au point zéro. Qu'est-ce que vous et au point zéro, c'est c'est pas 50 millisievert ou 50 millirem comme c'était à l'époque, puisque moi je remplissais les dossiers avec les doses et c'était des millirem. Enfin, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Monsieur Leroy? Une loi, mais une loi qui reconnaisse d'une part, et qui bien sûr, qui indemnise. Il y a 150 000 personnes qui sont concernées par ces explosions nucléaires, plus les populations locales. Sur les 150 000 personnes, il n'y a pas 150 000 personnes à indemniser aujourd'hui, mais il y a 150 000 personnes qui attendent la reconnaissance. Ça, c'est important. C'est le premier point. C'est ce que demandent les gens. Au niveau de l'indemnisation, vous avez des gens comme Lucien Parfait, que je vous montre ici, qui a plus de 4000 points de suture. Demain, il est à l'hôpital pour la 50 millième fois, je ne sais pas. Bon. Et qui a déjà présenté 3 fois son dossier, il a été rejeté les 3 fois. D'accord. Parce que les lois ne sont pas adaptées. Donc voilà, on demande une loi adaptée qui reconnaisse et qui indemnise réellement. Très bien. Donc ces révélations, entre guillemets, ce scoop, entre guillemets, monsieur le porte-parole, c'est vraiment entre guillemets. risque de relancer quand même l'exigence d'un nouveau texte législatif, monsieur le sénateur, on verra. On va conclure là-dessus. Le texte est en œuvre, le décret va arriver, les premiers cas seront traités, et nous faisons quelque chose qui est au moins aussi bien que ce que font tous les autres pays. Tous nos calculs montrent que nous sommes au-dessus. Très bien, voilà. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce débat du 18h. Dernière page du journal, maintenant, les élections régionales. Sur Public Sénat, nous sommes en Alsace cette semaine où les enjeux locaux dominent la campagne, notamment l'emploi. Celui-ci recule dans la région, y compris dans les zones frontalières. Le reportage de Bérangère Dinglat. General Motors. Depuis des semaines, la firme américaine fait la une de l'actualité régionale. 1200 emplois sont en jeu. Une industrie automobile qui souffre à l'image de l'économie alsacienne. Fermeture d'usines, restructuration se succèdent. L'Alsace a perdu plus de 15 000 emplois depuis 2007. Des difficultés qui s'expliquent par la spécificité de l'économie alsacienne. Une part d'emplois industriels bien supérieure à la moyenne nationale. On a à peu près 23% de l'emploi régional qui reste industriel. Et donc ces emplois sont plus largement concurrencés par les pays émergents, par les pays d'Europe centrale. On assiste à des délocalisations d'activités. Depuis 2003, le taux de chômage n'a cessé de croître, rattrapant presque la moyenne nationale. Aujourd'hui, la crise conjoncturelle accentue la crise structurelle déjà existante et l'emploi est au cœur de la campagne. La gauche accuse le Conseil régional en place de ne pas avoir réagi suffisamment tôt, car longtemps l'Alsace a été l'une des régions les plus riches de France, avec le taux de chômage le plus bas. L'Alsace a bien résisté et a bien progressé en raison de la diversité de son tissu industriel, à la fois d'entreprises familiales et de sociétés filiales de groupes étrangers, et à la fois tournées vers l'export, ce qui nous a permis un fort développement. Les seules entreprises alsaciennes qui s'en sortent sont celles qui ont fait le choix d'innover. C'est le cas de Fondis, installée à quelques kilomètres de Mulhouse, elle fabrique des inserts écologiques. Ici, 5 personnes sur 50 travaillent à plein temps sur la recherche-développement. Résultat, 2 brevets sont déposés par an. Alors pour nous, effectivement, l'innovation est très importante puisque c'est avant tout une stratégie de différenciation. Aujourd'hui, avec Fondis, on développe des produits à la fois écologiques et économiques. Et c'est justement en développant des technologies innovantes, surtout dans le domaine du chauffage au bois, qu'on peut effectivement avoir ces 2 paramètres et offrir des produits à forte valeur ajoutée. Longtemps endormie sur ses acquis, l'Alsace a compris qu'elle devait changer. Entreprises et universités travaillent désormais main dans la main pour dénicher de nouveaux marchés. À suivre sur Public Sénat, déshabillons-les, l'émission de décryptage d'Hélène Risser. Elle se penche ce soir sur le cas Éric Besson.
La dépendance, le dossier des retraites, les conséquences de la crise sur le pouvoir d'achat des Français, les besoins grandissants de financement de la santé. Bref, les assureurs vont être au cœur des grands dossiers sociaux cette année. Raison de plus pour recevoir l'un des grands du secteur. Jean Azéma a fait toute sa carrière au sein de Groupama, alors autant dire qu'il connaît toutes les arcanes de l'assurance, a fortiori depuis qu'il préside la Fédération des assurances mutualistes. 2010, année de tous les dossiers, année de tous les dangers. Eh bien, réponse avec Jean Azéma dans Leader sur Public Sénat. Leader, l'économie par ceux qui la font, présenté par Gérard Bonos. C'est mercredi à 22h30 sur Public Sénat. Comment vivre ensemble après s'être tant déchiré? Moi je vais chez des Serbes et eux viennent chez moi. Mais je sais qui a fait quoi, quelles sont les bonnes et les mauvaises familles. À travers 6 personnages, ce documentaire nous raconte l'indépendance du Kosovo. Des histoires de haine et de passion entre différentes communautés. Alors comment inventer une identité et une culture nationale? Mes collègues albanais viennent ici. Ils se sentent bien chez moi. Moi, je vais très peu en bas. Je ne suis pas désirée en bas. Kosovo Kosové, un documentaire de Julien Lénier, samedi à 22h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Ma mère, elle était méditerranéenne et elle disait des choses simples. Essaie d'être en bonne santé. Je vais lui dire ce soir, puisqu'elle me regarde, que ça va, maman, je suis en bonne santé. Éric Besson va bien et comme il le dit à sa maman à la télévision, on est tous au courant. Depuis 3 ans qu'il a quitté le PS et rejoint Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Immigration ne cesse de se justifier, parfois vous allez voir de façon surprenante. Alors